Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la dacquite, d'accord? C'est pas pour faire peur, c'est pas pour rassurer à tout prix, mais pour comprendre ce que c'est, ce que ça change vraiment et surtout comment s'organiser intelligemment avec ce nouveau cadre, d'accord? À la fin de ce live, l'objectif, c'est que vous sachiez ce qui a changé et comment rester serein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à chercher 10 000 informations aux caisses, c'est juste logique et il y a rien de sorcier, là-dedans. Si je fais ce live, c'est parce qu'il y a quand même énormément de confusion autour de la régulation crypto. Il y en a plein qui me disent: «Ah, tout est fini, la crypto c'est mort, c'est régulé, on peut plus rien faire». C'est faux, bien évidemment. Il y en a d'autres qui pensent qu'il suffit de faire deux trois manips pour rester invisible. Pareil, c'est faux. La réalité, elle est beaucoup plus simple et c'est ce qu'on va voir ensemble. Avant tout, je vous pose un petit cadre clair. Ce live n'est pas un conseil fiscal, je ne suis pas conseiller fiscaliste. Je ne vais pas traiter des cas personnels, d'accord? Je n'en ai pas le droit. On va pas répondre non plus à des questions de contournement, on va pas répondre à des questions de comment je peux me cacher, comment ça, et cetera. Ce n'est pas du tout le but de ce live. Le but, encore une fois, c'est vraiment de parler logique, compréhension et organisation, d'accord? Comment se structurer pour pas avoir de soucis dans la foulée avec, l'État, le fisc ou, plus, si affinité. Vous savez que quand ils vous tiennent, ils vous lâchent pas, d'accord? Donc mef à tout ça. La DAC8 en une phrase, c'est quoi? La DAC8, c'est une directive européenne qui étend le reporting fiscal automatique aux cryptoactifs. Concrètement, certaines plateformes crypto vont transmettre des informations aux autorités fiscales qui pourront ensuite échanger ces données entre pays. J'ai bien dit certaines plateformes crypto. D'accord. Donc tout ce qui va être les exchanges centralisés, tout ce qui va être exchanges qui sont PSAN, donc qui sont reconnus par l'État français, entre guillemets, d'accord, ou par l'Europe. La crypto, en gros, ça rentre dans les standards classiques de transparence fiscale. Avant, c'était beaucoup trop à part, on avait beaucoup de zones grises, on va le voir après. Et ce qui s'est passé, c'est que les États ont dit: «Non, maintenant, il faut quand même qu'on les fasse rentrer parce que là, c'est plus possible». D'accord? Il faut qu'il y ait un cadre qui soit clair, il faut que ce soit carré parce que sinon ça va être très compliqué. Pourquoi ça existe? Je suis obligé de vous le dire, donc le marché crypto est devenu un marché mature avec des volumes qui sont importants. Quand on prend juste Bitcoin, ça fait un moment qu'il est rentré dans le top 10 des capitalisations boursières les plus hautes dans le monde. D'accord? Dans le monde. Donc, à un moment donné, il fallait bien que toutes les zones grises fiscales puissent être réglées. Donc l'Union européenne a cherché à harmoniser ces règles-là. Il n'y a pas que l'Union européenne, mais on va surtout en parler puisque c'est ce qui nous concerne, nous qui sommes en France. Donc la DAC8, ça s'inscrit dans une logique internationale parce qu'elle reprend le standard CARF, Crypto Assets Reporting Framework. Ok, c'est défini par l'OCDE. C'est en quoi? C'est un cadre commun, d'accord, qui va imposer à toutes les plateformes crypto de collecter et de transmettre les informations fiscales de manière standardisée. L'objectif de ça, ce que je viens de vous dire, ça peut paraître un peu barbare, mais en gros, pour vous faire simple, l'objectif, c'est que tous les pays vont parler le même langage pour éviter les zones grises et qu'ils puissent échanger les données entre eux, comme ils le font déjà pour la finance traditionnelle. Ce n'est pas que la crypto qui est ciblée, on n'est pas ciblé parce que nanani, nanana, ce que vous voulez. Non, les pays le font déjà, et dans le monde, hein, le font déjà pour la finance traditionnelle, pour les actions, l'or, ce que vous voulez. Donc, c'est juste une régulation qui fait que la crypto, on la descend pas, au contraire, on la fait monter à un niveau international qui est reconnu par absolument tout le monde. C'est pas une initiative isolée de l'UE pour nous emmerder, entre guillemets, c'est un mouvement mondial, d'accord, de normalisation fiscale de la crypto. Dans un sens, c'est une excellente chose. D'accord. Si vous avez des idées, hein, si vous voulez en parler, n'hésitez pas, bien évidemment. Le calendrier, il est simple. D'accord. Les États devaient transposer leurs droits d'ici fin 2025. Ça a été adopté donc en 2023. Transposition dans les lois nationales, ça veut dire que tous les pays devaient inscrire cette DAC8 dans leurs lois. Le 1er janvier 2026, donc il y a 11 jours, mise en application. C'est cadeau, voilà. Bienvenue, bienvenue en 2026. La loi sur la DAC8 est appliquée. 31 janvier 2027, ça sera la deadline de toutes les plateformes qui sont soumises à ça de faire leur première déclaration, donc d'envoyer
toutes les données qu'ils ont entre guillemets sur vous, si c'est demandé, ou même ça sera renvoyé directement. Ils auront pas le choix, d'accord? Sinon, ils vont absolument perdre, toutes leurs habilitations et cetera et ils sont cuitos de la mañana, d'accord? Qui est concerné? La DAC8 concerne avant tout les intermédiaires, vous n'êtes pas ciblé directement. Même si vous êtes un minimum responsable, vous n'êtes pas ciblé directement. Ce sont les exchanges centralisés, les brokers crypto, les services de garde et les plateformes qui font le lien entre le fiat et la crypto. Ce sont eux qui ont les obligations de reporting, d'accord? Ce sont bien eux. Les intermédiaires, pas les wallets, je précise. Voilà. Alors on va regarder après quel type de wallet, parce que vous allez voir, c'est quand même assez tendancieux et il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans. Qui n'est pas concerné directement? Ah, je vous ai mis une belle image, hein. On est bien caché. Les wallets non custodiales et les protocoles DeFi ne sont pas directement concernés. Ça veut dire que toutes vos opérations que vous allez faire en DeFi ou directement sur la blockchain, elles ne sont pas concernées. On ne va pas commencer à scanner toutes les opérations sur la blockchain parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge, très clairement. Il y en a beaucoup trop à la seconde. C'est même pas la peine d'essayer. Ça serait n'importe quoi. Par contre, la traçabilité revient dès qu'il y a interaction avec le monde réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes sur de la DeFi, vous êtes en train de faire vos petites transactions, vous êtes en train de faire vos petits stacking, etc., à partir du moment où vous allez sortir tout ça vers une plateforme régulée, la traçabilité revient tout de suite. D'accord? Donc, on va vous poser des questions. Comment vous avez fait ci? Comment vous avez fait ça? Etc., etc. Encore une fois, c'est si vous vous faites, entre guillemets, contrôler. Mais à partir du moment où vous êtes sur une plateforme régulée, ça c'est sûr, on va vous poser des questions. Quelles seront les données qui vont être reportées? Bon, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Données d'identification et d'information sur l'activité crypto. Ça sera de façon standardisée. Vous le savez, ça fait des années qu'on essaie de trouver des plateformes sans KYC. On cherche à droite, à gauche, hein, bien évidemment. Elles sont toutes en train de passer KYC. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut votre identité. On veut votre identité, on veut votre tête, on veut savoir votre numéro de compte, on veut savoir ce que vous avez. Ça va pas être un suivi détaillé de chaque transaction on-chain, mais c'est une vision globale de l'activité pour savoir si vous trichez ou non. D'accord? C'est pas votre historique on-chain. Zen, tous ceux qui ont beaucoup de choses, beaucoup de transactions, vous n'allez pas vous faire cibler comme ça en 5 secondes, j'ai envie de dire. Bon, à savoir aussi, il va pas y avoir une grosse rétroactivité. Attention, ça peut arriver dans de très rares cas. Mais, dans un sens, il n'est pas censé y avoir de rétroactivité si vous êtes carré. D'accord? La conséquence réelle de la DAC8, moins de flou, plus de cohérence exigée. Tout simplement. Ce qui devient risqué, c'est pas la crypto. La crypto, ça a toujours été risqué de toute façon. C'est l'absence de suivi et d'organisation que vous avez. Si vous ne savez plus quand est-ce que vous avez acheté, sur quelle plateforme, quand est-ce que vous avez vendu, sur quelle plateforme, là, on peut vous emmerder. Dans un sens, si vous étiez sur une plateforme crypto régulée, vous avez accès à tout votre historique. J'ai bien dit tout votre historique. Souvenez-vous, à l'époque Bybit, quand Bybit, on avait migré vers Bybit, je vous avais dit, faites bien la démarche de demander l'annulation de votre compte et la suppression de toutes vos données. Moi, ça avait pris plus de 8 mois pour recevoir la validation que tout avait été bien supprimé. Mais j'avais téléchargé mon historique avant, bien évidemment, pour pas me faire avoir. On ne sait jamais, ça peut arriver, ce genre de choses. Donc, attention. L'impact sur le marché, c'est quoi? C'est une professionnalisation des acteurs. Les gens organisés, si vous voulez, n'auront aucun problème. Donc je mets sélection naturelle, parce que j'aime bien le terme, certains le reconnaîtront. C'est tout simplement les gens organisés qui n'auront absolument aucun problème. Si vous savez encore une fois ce que vous avez acheté, quand, comment, pourquoi et à quel moment vous avez vendu, comment, quand, pourquoi, vous n'aurez aucun problème. Ceux qui improvisent, qui bricolent, vont se mettre en difficulté tout seuls. D'accord? C'est là où être organisé, ça devient un avantage. Encore une fois, je vous en avais parlé il y a plusieurs mois, je l'ai dit dans de nombreux lives, il y a plusieurs années aussi. Venir dans la crypto, c'est super, c'est génial. Vous devenez votre propre banquier. N'oubliez pas que votre banquier fait quand même un gros travail. Donc, si vous souhaitez de plus avoir besoin des banquiers et rester dans la crypto, continuer dans la crypto, vous devez faire ce travail-là. Donc oui, ça demande de l'organisation. Oui, il va falloir bosser un petit peu. Parce que si vous bricolez et que vous vous prenez un contrôle, vous êtes cuit d'avance.
Ce que la DAC 8 n'est pas. Ce n'est pas une interdiction de la crypto. Ce n'est pas une taxe automatique. Ce n'est pas une guerre contre la DeFi ou une surveillance totale on-chain. C'est un cadre de transparence fiscale. D'accord? Il n'y a pas à se poser de questions. C'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière là-dessus. C'est juste un cadre de transparence entre les États et les intermédiaires. Encore une fois, ce n'est pas vous qui êtes ciblé directement. La transparence, ça ne veut pas dire espionnage. Le reporting passe par les plateformes avec des standards. Ces standards, ils sont un petit peu flous quand même sur certains points. C'est pour ça que je ne les ai pas mis dans ce live. Il y a certains flous qui m'embêtent un petit peu. Mais bien évidemment, quand j'aurai trouvé, je vous les partagerai pour que ce soit le carré le plus possible. Ok. Le but de la DAC 8, c'est pas d'avoir un suivi en temps réel de tout ce que vous faites on-chain. Encore une fois, ça serait pas possible, ça serait vraiment pas possible. Le but, c'est d'avoir une transparence fiscale. C'est pas Big Brother, les gars. C'est pas Big Brother où on vous espionne toutes les 2 secondes, etc. Détente. Ça va pas nous tuer. Ça va pouvoir peut-être embêter certains, mais ça ne va pas nous tuer. Absolument pas. Donc, comme je viens de vous le dire, voilà, la DAC 8 ne tue pas la crypto, elle va tuer le flou et l'amateurisme. Croyez-moi, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Encore une fois, je cible absolument personne, mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles se mettent dans la sauce sans le savoir. Le problème, c'est ça, c'est la connaissance. Personne ne l'a, personne ne comprend ce qui se passe réellement. Tout le monde se dit, je verrai plus tard, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Mauvais choix. Très, 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 très mauvais choix. J'ai reçu pas mal de questions en MP qu'on va pouvoir regarder juste maintenant. Par exemple, voilà, mythe numéro 1. Avec un wallet non custodial, je suis invisible. Bon, normalement, tout le monde sait ce que c'est un wallet non custodial. Hein, les MetaMask, les Rabi Wallet, les fantômes, etc., etc., etc. Il y en a des dizaines et vingtaines, etc. Faux. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite, c'est faux. La réalité, c'est que les plateformes centralisées vont recréer la traçabilité via vos entrées et sorties fiat. Encore une fois, voilà, à partir du moment où vous sortez de la DeFi, on vous voit direct. Mythe numéro 2, la DeFi est hors radar. Bon, bah écoutez, c'est très très simple. Hein. Les blockchains, elles sont publiques, tout le monde peut les voir. Vous pouvez vous-même aller les regarder. Vous pouvez voir absolument toutes les transactions. Tous les flux sont analysables. Les pseudonymes ne sont pas égales à de l'anonymat pur. Si vous voulez une blockchain 100% anonyme, vous avez Monero. Vous avez Zcash. Bon, en ce moment, Zcash, c'est un peu le bordel dans leur équipe. Donc, on va éviter. D'accord. Mais sinon, il y a encore Monero. Bien que ce soit utilisé pour des choses pas folichons, entre guillemets, le Darknet, ça reste une crypto 100% anonyme. Et moi, je me souviens d'une histoire qu'il y avait eu aux États-Unis, comme quoi enfin, le gouvernement avait tenté de récupérer des informations, etc. Même le patron de Monero n'a pas accès à ça. C'est 100% anonyme. Voilà, c'est la seule. Hein. C'est la seule qui me paraît vraiment bien. Donc tout le reste, c'est pseudonyme. Vous pouvez même aujourd'hui modifier vos adresses, entre guillemets, blockchain pour les personnaliser. Mais on sait plus ou moins qui vous êtes. Surtout quand vous faites des transferts vers un échange centralisé qui a votre identité, donc qui a toutes vos infos. On va savoir qui vous êtes tout de suite. Mythe numéro 3, multiplier les wallets me protège. Ça, je l'ai eu pas mal de fois, ça m'a un peu choqué. Alors déjà, j'imagine un peu le suivi des wallets quand vous avez 40 wallets ou 50 wallets. Moi, ça a été mon cas à un moment donné. J'avais une organisation béton, même comme ça, j'arrivais des fois à me paumer. Hein. Donc, je peux vous assurer qu'avoir 50 wallets, c'est la pire des choses à faire. Ça va aggraver votre risque. Imaginez, vous vous faites contrôler. Je ne vous le souhaite jamais, mais imaginez, vous avez un souci, vous vous faites contrôler. Là, on va se retrouver dans le cas où vous allez avoir du mal à vous expliquer. Vous allez aggraver le risque que vous ayez fait une bêtise, puisque malheureusement, même sans le savoir, vous pouvez en faire. Donc la complexité ne va absolument rien changer. D'accord? Mythe numéro 4, la DAC 8, fin de la crypto. Bon, bah là maintenant, vous le savez, ça signe absolument pas du tout la fin de la crypto. C'est juste de la transparence fiscale, ça signe juste la fin du flou
et de l'amateurisme, tout simplement. On rentre dans le monde adulte. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo début octobre où je disais le marché devient adulte, le marché des cryptos devient adulte, on rentre dans le grand monde, on est dans le grand bain, ça y est. Voilà, et ben là, avec la DAC 8, on a la validation de ce que je vous disais il y a 3 mois. On y est, enfin, tout simplement. Pas compliqué. Donc, s'il y a bien une chose à comprendre, c'est qu'on n'est pas anonyme, ou plus anonyme, nous avons des pseudonymes. À partir du moment où ce sont des pseudonymes, on sait qui vous êtes, et donc vous êtes responsable. D'accord? Le vrai risque que vous allez avoir, hein, à ce stade, il faut être très très clair, le vrai risque aujourd'hui, c'est pas la DAC 8. Le vrai risque, c'est d'être incapable d'expliquer ce que vous faites avec la crypto. Beaucoup de gens n'ont rien fait de mal. Et je vous rassure, beaucoup de gens n'ont absolument rien fait de mal, mais ils ont tout mélangé. Ils n'ont pas de suivi. Et le jour où on va vous poser des questions, vous allez plus savoir répondre. Absolument plus. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'erreur en soi, c'est l'absence de structure. Si vous n'êtes pas structuré, quand on va vous poser des questions que vous ne savez pas répondre, on va vous dire, bon, bah là, on chasse tout. Ils vont tout regarder. Et là, bah, ils vont forcément trouver. Obligatoirement. L'objectif, j'ai envie de vous dire, à atteindre pour moi dans ce live, et après on va pouvoir échanger, c'est la clarté, la simplicité, la cohérence dans le temps. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste d'être clair dans ce que vous allez dire, clair dans votre organisation. Si vous êtes structuré, que vous savez quand, quoi, comment, pourquoi, c'est sûr. Le pourquoi, limite, on s'en fout. Mais si vous savez quoi, quand et comment, vous êtes tranquille. Vous n'aurez pas de problème. Pour ça, je vous ai mis en place 5 règles. Bien évidemment, il y a un long PDF qui suivra, que je vous partagerai aussi avec ce petit live. Mais je vous ai mis en place 5 règles qui vont peut-être vous aider, en tout cas je l'espère. Et on va démarrer tout de suite ces petites règles. Hop. Alors, première règle qui, à mon sens, est fondamentale. Un usage, une logique. Vous ne pouvez pas trader de la même manière un investissement long terme, du trading actif ou de la DeFi. Quand vous mélangez tout, vous allez perdre toute lisibilité. D'accord? Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas commencer à me faire ah bah j'ai 3 wallets, ils font du spot, j'ai 2 wallets pour faire du trading, et puis j'en ai un, je fais que de la DeFi avec, etc. Alors là, vous allez vous paumer. Un exemple simple, si vous investissez long terme et que vous faites peu de mouvements, si vous tradez et que vous faites beaucoup d'allers-retours, chaque usage va avoir une logique claire. Sinon, vous fabriquez du chaos. Vous devez juste séparer chaque usage, tout simplement. Et vous retranscrivez, ça c'est pour faire ça, ça c'est pour faire ça, ça c'est pour faire ça. Et vous allez pouvoir récupérer votre historique, tout simplement. Donc ça c'est ma règle numéro 1 et c'est ce qui permet d'être carré, tout simplement. Règle numéro 2. Séparer investissement et trading au minimum mentalement. Encore une fois, je le répète, eh oui, règle numéro 1, règle numéro 2, c'est quasiment pareil. Vous devez, au minimum mentalement, idéalement techniquement. Pourquoi? Parce que les objectifs ne vont pas être les mêmes, les fréquences ne sont pas les mêmes et les erreurs ne sont pas les mêmes. Vous vous dites bien que de l'investissement, donc du spot, c'est sur du long terme en général, c'est sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Le trading, ça peut être en quelques heures, quelques jours, allez, quelques semaines au mieux, au maximum. Si vous mélangez les deux, vous allez plus savoir ce que vous avez acheté, encore une fois, vous allez plus savoir ce que vous avez vendu, et quand vous allez devoir expliquer l'historique, tout va devenir flou. Et ça va être, encore une fois, le gros bordel. Donc le minimum, la règle numéro 3, le minimum vital, j'ai envie de dire, c'est pas un tableur de 40 colonnes, c'est pas un logiciel compliqué. C'est pas un logiciel compliqué. Vous n'allez pas me taper un Excel, vous n'allez pas vous faire, j'ai envie de dire, un VBA, ce que vous voulez, vous achetez un... Non, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez faire un truc très simple. 3 choses. Quand est-ce que j'ai acheté? Quand est-ce que j'ai vendu? Et à quel prix? D'accord? Ça, c'est tout simple. Rien qu'avec ça, vous allez avoir votre historique. Vous allez avoir tout l'historique et vous allez être tranquille. Si vous pouvez répondre à ces 3 questions, si vous pouvez expliquer l'essentiel de votre activité, vous reprenez le pouvoir. 90% des problèmes viennent de là. Les gens ne sont pas capables de me dire
Ah bah j'ai acheté du bitcoin à telle date et je l'ai revendu à telle date. Ah bah j'ai vendu à telle date et j'ai fait ça à telle date. Qui d'entre vous, dans le live, est capable de me dire, vous pouvez répondre, hein, bien évidemment, hein, c'est pas le but de faire qu'un monologue, n'hésitez pas. Donc dites-moi si vous êtes capable, là, actuellement, de me dire, c'est quand le jour, pas l'heure, hein, mais le jour où vous avez acheté de la crypto pour la première fois, et si vous l'avez revendue. Est-ce que quelqu'un est capable de me le dire? J'en doute. S'il y en a un, franchement, chapeau. C'est que tu tiens bien tes comptes, etc. Mais après, il va falloir tout expliquer, tout le reste. Pas capable, non. Eh oui, eh oui. Donc, règle numéro 3, votre minimum vital, vous l'avez. Hein. Date d'achat, date de vente, date de prix. Vous mettez ça dans un petit carnet ou vous mettez ça sur une petite feuille. Ça vous prend all-in x 125. Mon Dieu, non, jamais. Jamais faire ça. Jamais faire ça. My God, jamais faire ça. Allez, règle numéro 4. Rien de sorcier. Évitez la complexité inutile. Trop de wallets, trop de transferts, pas de logique claire. La complexité, encore une fois, ça ne vous protège pas, ça va vous mettre en difficulté. Beaucoup de personnes, mais je les entends, hein, me disent plus c'est compliqué, plus c'est discret, moins ils vont avoir envie de chercher, moins ils vont trouver. C'est faux! C'est faux, c'est faux, c'est faux. Plus c'est compliqué, plus c'est impossible à expliquer. C'est exactement là que vous allez vous mettre en danger parce que les mecs vont flairer le coup. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Ils savent très bien ce qui va se passer. Vous n'êtes pas capable d'expliquer? D'accord, bah nous on va regarder. Et là par contre, là, je peux vous assurer qu'ils vont tout retracer, tous vos mouvements. Donc les mecs qui ont 50 toilettes ou les mecs qui font des transferts de 50, 50, 100 balles, tout, tu sais, tous les jours je me transfère un petit peu de sous, tous les jours je me fais ci, tous les jours je me fais ça. Ah bah là les gars, je vous le dis, hein, cuitos. Cuitos, véridique à ne surtout pas faire, parce que sinon ça va picoter, très clairement. Très, très, très clairement. Règle numéro 5, restez cohérent dans le temps. Ça, c'est un petit conseil. Alors là, c'est plus pour vous, hein, très clairement. Vous pouvez changer de stratégie si vous le voulez. Là, c'est plus un conseil pour vous dans l'investissement, encore une fois. Vous pouvez changer de stratégie, mais pas tous les 3 mois, pas sans logique. La cohérence, ça va créer pour vous de la sérénité. Le but, c'est que vous soyez serein. D'accord? Cohérence égale sérénité. Quand vous êtes cohérent, vous comprenez votre historique, vous comprenez vos décisions, vous comprenez votre parcours. Et vous allez moins subir les annonces réglementaires. Tout simplement. Ok? Rien de sorcier. Absolument rien de sorcier. En conclusion, ladies and gentlemen, la DAC 8 n'est pas là pour vous punir. D'accord? Elle est là pour structurer un marché qui est devenu adulte. On rentre, encore une fois, dans le grand bain. Si vous êtes organisé, ça va quasiment rien changer pour vous. Ça va presque rien changer pour vous. Ça va changer 2-3 trucs. Mais, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Je vais terminer avec ça. La régulation ne tue pas les investisseurs sérieux. Elle élimine ceux qui improvisent. Organisation égale sérénité. Improvisation égale risque.